Marque sur le plan national les 10 ans de la loi Taubira et sur le plan international les 10 ans de la conférence de Durban tenue en Afrique du Sud. À cette occasion, le 8 mai 2011, autour de la marche des esclaves ou marche des descendants d'Africains réduits en esclavage, le collectif du 10 mai et le mouvement international pour les réparations ont reçu plusieurs délégations. Parmi les invités, Malak Shabazz, Nous sommes dans une époque historique parce qu'à la réalité, aujourd'hui, le fascisme menace beaucoup d'autres sociétés et non seulement les sociétés qui étaient jadis esclavagistes. Alors, est-ce qu'il sera possible de faire que les consciences militantes se retrouvent et que la société civile planétaire, comme une seule force, se lève et dise non à toutes celles et tous ceux qui veulent imposer des chaînes? C'est ce que nous verrons à l'occasion justement de la célébration et de la commémoration de la transition vers les ancêtres de Malcolm X, Malek Shabazz, celui qui a rêvé d'une instance à l'ONU représentant les personnes d'ascendance africaine, instance qui s'est faite réalité à partir de 2022. Je donne la parole à Lema Luniaga-Peter du CRCH MIR et ensuite ce sera Abdoulaye Mbengwe de New Future Foundation Afrique. Lema Luniaga-Peter, vous avez la parole. Bonjour. Alors j'interviens au nom d'un groupe d'associations dont le Mouvement international pour les réparations, MIR. Nous nous félicitons que la première session de ce forum se déroule en 2022, l'année qui marque les 800 ans de la Charte du Mandé, une expression ouest africaine de l'Ubuntu. Décembre 1222, c'est le moment où les combattants anti-esclavagistes édictent en socle fondateur de l'État du Mali la charte du Mandé, un énoncé qui débute par « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. XIIIe siècle en Afrique. Bonjour à tous. Ce programme numérique, Label Mahon, est initié par le Cercle du Marronnage. Nous sommes le 21 février 2025, date marquant la disparition il y a 60 ans de Malcolm X. Premier voyage de la fille de Betty Shabazz et Malcolm X à Nantes. Je vous demande d'applaudir la délégation avec Malak Shabazz, la fille de Malcolm X. Pour la petite histoire, la section France du Mouvement international pour les réparations, représentée par Martin Okeke, la coalition 2011, représentée par Fantaka, et le collectif du 10 mai, historique, représenté par Peter Lema en 2011, ont facilité, grâce au soutien de nombreux militantes et militants, artistes, chercheurs et d'autres organisations comme le comité d'organisation du 10 mai, le collectif Vivolé et DDPA Watch Group. La venue en France pour la première fois de Malak Shabazz dans cette ville qui fut autrefois
le premier port négrier de France, Nantes. La militante antiraciste Malak Shabazz est l'une des filles de Malcolm X. Sa mère, Betty Shabazz, était enceinte de jumelles ce 21 février 1965 lorsqu'on enleva la vie de cet immense militant pour les droits civiques aux États-Unis. L'accueil fut chaleureux à Nantes. Visite du square Toussaint-Louverture, conférence de presse, instauration de la CRCH, Coalition pour la reconnaissance des crimes contre l'humanité. Marche et rassemblement Place Royale, le 8 mai 2011 à Nantes. Le programme se clôturera le 10 mai 2011 au siège de l'UNESCO à Paris, dans le cadre d'un colloque marquant les 10 ans de la loi Taubira du 21 mai 2001 et les 10 ans de la conférence de Durban contre le racisme et la xénophobie. Non seulement il fallait contraindre les autorités françaises à sortir du tropisme de l'abolition et à affronter la réalité de la traite et de l'esclavage, il fallait les conduire aussi à poser cette parole solennelle pour donner un nom et un statut au crime. Le 8 mai 2012 sera initiée la première visite marronne du mémorial de Nantes. À cette occasion, Malak Shabazz rejoindra la délégation composée de Youssouf Tata Cissé, exhumateur de la Charte du Mondaine en 1965, et Louis Salamolins, exhumateur du Code noir en 1987. Le Cercle du Marronnage a interpellé le MIR pour que, à l'occasion de la commémoration du 4 février 2025, on puisse poser une contribution sur le centenaire de la naissance, en 1925, de Lumumba, qui est mort en janvier 61, de Frantz Fanon, qui est mort en décembre 61, et de Malcolm X, qui est mort en 65. Nous nous sommes interrogés sur ce qui pouvait bien sûr servir de point de jonction entre les missions qui ont pu être accomplies par ces trois guides du mouvement de libération de l'humanité. Et bien évidemment, ce qui est venu immédiatement à l'esprit, c'est le Ghana de Kwame Nkrumah, qui est donc indépendant en 1957 et qui va devenir le centre névralgique du mouvement noir de libération, où tous les combattants du continent et de la diaspora convergent. Alors, commençons par Lumumba, l'acte déterminant, qui d'ailleurs aura sans doute précipité son assassinat, c'est précisément l'accord passé avec le président Nkrumah pour mettre en place une armée panafricaine de défense du Congo qui intègre des soldats noirs américains. Ça, on ne le sait pas toujours. On sait que le Ghana avait dans un premier temps dépêché 2500 soldats ghanéens au Congo. C'était dans le cadre de la première mission de l'ONU en Afrique. C'était sur une résolution de 1960, de juillet 60. On sait qu'il va y avoir trahison en quelque sorte de l'ONU, qui est alors sous la coupe des États impérialistes, c'est-à-dire des États esclavagistes colonialistes. Et on sait que le secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, ne va rien pouvoir faire. C'est-à-dire que lui-même va se retrouver au cœur de la tourmente, et il va être éliminé quelques mois après Lumumba. Lui, ce sera dans un crash d'avion vers la frontière, au Congo précisément, mais vers la frontière de la Zambie, si on peut dire. Et il avait un rendez-vous là-bas avec Moïse Tshombe pour éviter l'éclatement du Congo, puisque la zone minière, la province minière du Katanga,
faisait alors sécession. Et elle était gardée par des officiers français venus d'Algérie, quoi. Voilà, on était en septembre 61. Et donc, on savait que Dag Hammarskjöld allait convaincre Tshombe d'arrêter la sécession. Et son avion a été abattu. Alors, pour faire court, 2 choses à retenir pour le mouvement noir de libération. Premièrement, c'est que Lumumba Nkrumah était en train d'amorcer au Congo la mise en place du noyau de l'armée panafricaine indépendante de libération du continent. Il y avait déjà des camps d'entraînement qui étaient établis au Ghana pour former ces gens-là, ces soldats. Et puis, deuxième point à retenir, c'est que dans l'opération qui va donc abattre l'avion du secrétaire général de l'ONU quand même, eh bien, ce sont les militaires français alliés à un expert allemand nazi qui vont jouer le rôle clé. Ça, c'est pour souligner l'unicité du paradigme profond dans lequel ces gens s'inscrivent. Passons donc maintenant à Frantz Fanon, la deuxième personnalité, née en 1925. Eh bien, lui, c'est un médecin psychiatre d'origine martiniquaise. Et pour lui, le lien avec le Ghana, c'est simple. Fanon a décidé de développer le front sud dans la guerre d'Algérie. Et ça va être déterminant. L'Algérie est calée entre la mer Méditerranée, qui à l'époque donc est dominée par l'Occident, et puis au sud le Sahara. Et donc l'enjeu, c'est de faire remonter le ravitaillement, notamment en armes, et même en combattant, par le sud. Et ça va être déterminant, et même pour l'anecdote, quelqu'un comme le président Bouteflika va passer toute la guerre d'Algérie au Mali. Une partie à Bamako, au quartier Hippodrome, et l'autre partie à Gao. Fanon va être l'artisan de l'ouverture à Accra d'une ambassade du gouvernement en exil d'Algérie, puis de l'acheminement d'armes qui vont transiter par l'Afrique subsaharienne. Et en mars 60, c'est lui qui va être nommé ambassadeur du FLN, donc du Front de Libération Nationale algérien, au Ghana. Pour mémoire, parce que c'est pas tout à fait anecdotique au fond, on peut rappeler qu'en tant que fonctionnaire français, entre guillemets, puisqu'il est martiniquais, il a demandé à être nommé dans l'AOF, qui avait son siège à Dakar, l'Afrique occidentale française, ou bien dans l'Afrique équatoriale française, l'Afrique centrale, et que l'administration française s'est fait le petit plaisir de le nommer, lui qui est noir, dans l'Algérie des années 50, où le racisme anti-noir est non seulement omniprésent, mais violent, et où la majeure partie de la population noire autochtone, celle qui est peinte dans toutes les grottes, en fait, a été éliminée depuis des lustres. Et là encore, donc, pour faire court et pour en revenir au paradigme, c'est-à-dire à la perception qu'on a du monde, il y a 2 choses qui me semblent importantes à retenir pour le mouvement de libération. La première, c'est une réflexion qu'émet Frantz Fanon alors qu'il a sillonné toute la zone du Nord Mali, la zone saharienne, pour ouvrir son front sud. En fait, il constate que tous les échanges qu'il a avec les gens qu'il côtoie radotent. C'est-à-dire que ça ramène systématiquement à la race et à l'islam, Et dans le chapitre qui porte sur l'unité africaine, dans son livre intitulé « Pour la révolution africaine », Fanon dit qu'il est parvenu à la certitude que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie. Bon, nous, on sait évidemment que c'est faux, qu'il y a bel et bien une idéologie, mais que cette idéologie africaine, pour ne pas dire panafricaine, elle a dû passer en clandestinité pour se conserver. Et c'est d'ailleurs à ça que s'est consacré Youssouf Tata Cissé, à la faire ressortir au grand jour, en donnant les clés de décodage de la langue, des symboles, et en faisant sortir du secret des sociétés initiatiques la charte du Mandé. C'est en fait le paradigme de l'Ubuntu. Bon. Deuxième point à retenir, toujours sur cette question de paradigme, ça vaut quand même la peine, là aussi c'est pas anecdotique, de rappeler que quand la maman de Fanon est décédée, on a trouvé un courrier que
il lui avait adressé au moment où, tout jeune, hein, c'est un peu épique, hein, il avait fait la traversée de l'océan pour venir volontairement combattre le nazisme. Il était plein d'idéalisme. C'était sa première sortie, son premier contact avec l'Afrique du Nord et avec l'Europe. Et dans ce courrier, il dit textuellement « Maman, je me suis trompé. Je me suis trompé. » En fait, il écrit ce courrier à la veille d'un combat où il pense qu'il va mourir. Et il lui dit « Si je meurs, n'allez surtout pas penser que je suis mort pour une belle cause, une grande cause, quoi. » Tous les protagonismes ici, quoi, il veut parler donc des Français et des Allemands, sont mentalement étriqués, quoi, de la même manière. Ils sont mentalement fermés, c'est-à-dire racistes et arc-boutés sur leur propriété, leur possession, quoi. Voilà. Et puis, on a vu Lumumba Fanon, alors passons à Malcolm X, qui lui aussi passe par le Ghana. Focalisons-nous sur la question du paradigme. On a dit que Fanon était parti de Martinique avec une idéalisation de la Révolution française, des valeurs prétendument universalistes françaises. Donc il partait combattre le nazisme. Et il était plein de cet idéalisme diffusé par la propagande scolaire qui a sonné dans tout l'espace scolaire francophone. Et arrivé sur le terrain, en plus, Fanon avait été confronté au désordre psychique des colonisés, ça va être sa branche. Et il a vite reconnecté au réel et il a mis ses idées en place. Alors Malcolm, c'est le même itinéraire, mais en partant de l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a grandi dans le racisme institutionnel, c'est-à-dire officiel, dans la ségrégation, dans un État où le rituel du lynchage est non seulement courant, mais plébiscité au plus haut niveau. Et au cours de sa jeunesse, sa route a croisé la Nation de l'Islam. Donc, petit brief au cas où certaines personnes ne seraient pas au courant, c'est une organisation qui a été créée par un blanc, d'une origine assez incertaine d'ailleurs, qui s'appelle Wallace Fard Mohammed. On dit des fois qu'il est pakistanais ou afghan ou juif ou arabe de la Mecque, quand on veut l'auréoler. Bref, c'est quelqu'un qui a orienté, en arrivant au début du XXe siècle aux États-Unis, qui a orienté tout son prêche vers la communauté noire, en lui disant en substance que le noir est l'humain originel, que le Dieu est à son image, que le blanc a été fabriqué comme en laboratoire et est démoniaque, et en disant aux Noirs, saisissez-vous, abandonnez vos noms d'esclaves, bannissez les rapports hors mariage, la consommation d'alcool ou de drogue, vous êtes les envoyés de Dieu sur terre. Et quand ce fondateur-là va disparaître, je pense en 1934 à peu près, ou 35, il va être remplacé par Elijah Mohammed, qui lui se dit donc le messager d'Allah, et Malcolm, qui est brillant, va rapidement devenir une figure proéminente de ce mouvement. Or, Malcolm, lui aussi en quelques années, comme Fanon, va remettre totalement ses idées en place, ce qui va en fait conduire à son élimination. Alors, là encore, toujours pour faire court et en venir au paradigme, il y a deux épisodes déterminants à retenir pour le mouvement de libération. Premièrement, dans un contexte où Malcolm vitupère tous les jours contre Martin Luther King, qualifié de nègre de maison, et contre le christianisme, religion des diables blancs, esclavagistes, etc. Dans ce contexte-là, la direction du Ku Klux Klan demande à rencontrer la direction de la Nation de l'Islam. C'est pas quelque chose de commun. C'est un coup monté par le FBI, qui a autant d'agents d'ailleurs dans le clan que dans la nation de l'islam. Alors, ce que le clan, lors de la réunion, dit en substance, c'est qu'ils disent aux Black Muslims qu'on a le même programme, à savoir la séparation des communautés, et que nous devons nous accorder pour mettre en place cette séparation. Malcolm, qui a quand même une histoire familiale qui est durement marquée par les violences du Ku Klux Klan, va alors, pendant cette rencontre, observer deux choses qui le sidèrent, quoi. D'une part, le responsable de la Nation de l'Islam se retrouve à quémander, quoi,
l'appui du clan pour qu'on veuille bien donner aux Noirs un État du Sud où ils pourraient vivre séparément. Donc cette attitude-là, de vraiment, ça ne passe pas chez Malcolm. Et d'autre part, il observe l'écoute, quoi, du responsable de la nation de l'islam à la demande du clan, qui est en train de leur demander que les membres des Black Muslims leur fournissent tout l'emploi du temps de Martin Luther King, qui est alors en pleine lutte contre la ségrégation, pour qu'ils puissent, eux, le clan, éliminer cet ennemi commun de la nation de l'islam et du clan qui œuvre au rapprochement des races. Là, chez Malcolm, c'est le déclic. Et il voit qu'il y a un truc qui va pas. Et quand dans les mois qui suivent, il va pouvoir sortir des États-Unis, il va pouvoir voyager et finalement rencontrer tous les leaders africains du moment. Bon, là, sa perception va du monde, quoi, et de notre position à nous humains dans ce monde, quoi, ça va totalement changer. Et deuxièmement, autre point à retenir, qui est une conséquence de ce recadrage dans sa perception du réel, il va poser des actes qui vont en fait, l'un après l'autre, paver le chemin qui va faire de lui une cible à abattre, quoi. Parce qu'à ce moment-là, pour l'Occident, il va devenir vraiment dangereux. Tant qu'on raconte que le Dieu est noir, le diable est blanc, ça passe, quoi. Mais là, et qu'on insulte ceux qui luttent pour le rapprochement des races, là, tant que c'est ça, ça passe. Mais la voie dans laquelle il va s'engager va en faire une cible. À savoir, aux États-Unis, se rapprocher de tous les leaders noirs de toutes les confessions, y compris Martin Luther King, pour définir les axes de la lutte commune à mener. Et puis, sachant que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée en 1963 sur le continent, avec comme objectif la décolonisation totale du continent et l'élimination de l'apartheid, lui, Malcolm, va s'attacher à créer en Amérique le pendant de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité afro-américaine. Et politiquement, les jalons en perspective, c'est que l'organisation soit accréditée à l'OUA, puis à l'ONU. Il faut bien comprendre que l'ONU, c'est une organisation qui a été créée par moins de 50 États, qui en compte aujourd'hui près de 200 suite à la décolonisation, et qui est devenue, au fil de ces décennies, une arène parmi d'autres de combat, puisque c'est là que se fixe le droit international. Or, on va passer d'un stade, tous ces leaders-là sont nés dans un monde où le racisme est la loi, et on va passer à un monde où le racisme est placé hors la loi. Voilà. Alors, initialement, le Cercle du Marronnage nous avait proposé d'articuler notre contribution autour de ces trois leaders, du centenaire de naissance de ces trois leaders. Bon, on a eu une envie d'élargir en y adjoignant la mention de quelques autres qui ont eu des contributions à des moments marquants de cette lutte. Tout d'abord, un membre fondateur de l'OUA, Milton Obote, qui a mené à l'indépendance de l'Ouganda en 1962, qui a eu à être président deux fois de l'Ouganda. Ensuite, Diallo Telli, c'est le Guinéen qui a été le premier secrétaire général de l'OUA. Et il avait été appointé par Sékou Touré pour forcer l'admission de la Guinée à l'ONU, parce que De Gaulle s'opposait farouchement à l'admission de la Guinée, qui en 1958 avait voté pour l'indépendance totale. Et ensuite, ce monsieur Diallo Telli Boubacar, il est devenu le représentant de la Guinée à l'ONU, et puis il a été éliminé, lui-même assassiné par ce même Sékou Touré. Et puis, au-delà des personnalités politiques, nous avons pensé qu'il fallait aussi mentionner le centenaire de la création d'au moins une organisation qui a été déterminante pour notre libération, à savoir la WASU, West African Students Union, Union des étudiants d'Afrique de l'Ouest. Et par exemple, elle a joué un rôle au moment du congrès de Manchester en 1945 qui va lancer véritablement la décolonisation africaine. Eh bien, c'est eux qui avaient pris en charge les frais pour la venue du jeune Nkrumah, quoi. Et puis,
et on va finir, nous avons jugé que nous allions rater l'objectif si nous ne citions pas au moins une référence du sport et de la culture, car leur rôle est absolument essentiel pour la libération. Ce sont des canaux de communication majeurs. Alors, pour faire encore honneur au Ghana, nous avons voulu mentionner l'immense Ohénédian, qui au tournant des indépendances a su non seulement positionner le football africain dans les instances internationales, FIFA, etc., mais promouvoir le sport en levier de la défense des droits humains. Parce que le sport a un rôle à jouer, dans la lutte contre le racisme, à l'époque pour la défection de l'apartheid, etc., quoi. Donc, il fallait qu'on mentionne Ohénédian, quoi. Et parce que dans tout ça, finalement, il n'y a pas de femmes. Alors, nous avons retenu la chanteuse cubaine Celia Cruz, qualifiée de reine de la salsa. Parce que cet immense artiste a généralement ponctué ses prestations d'un énigmatique Azúcar. Et pour ceux qui ne sauraient pas, ou celles et ceux qui ne sauraient pas ce que cela signifie, un jour à Miami, alors qu'on lui servait un café, le barman lui a proposé un sucre, sugar. Et là, en automatique, c'est tout l'univers des plantations qui a défilé devant elle, quoi, le sucre. Le sucre, source d'un si grand crime, dont les conséquences enveloppent encore non seulement son île natale, Cuba, mais toute la Caraïbe, et puis le Brésil, et puis bien au-delà, quoi.